Le 10 octobre 2025, une décision brutale rompt un équilibre vieux de décennies. En fermant la rivière Sahel, le Burkina Faso renverse un système où une ressource vitale alimentait surtout des intérêts extérieurs, au prix de pressions immédiates. Que signifie, pour l'avenir d'un pays et de ses voisins, le pari assumé d'Ibrahim Traoré face à l'ordre établi? Un tournant risqué peut être fondateur. Cette analyse promet de clarifier ce qui est réellement en jeu derrière un geste présenté comme radical afin de mieux comprendre les enjeux réels au-delà des slogans et des réactions immédiates. L'objectif n'est ni d'exalter ni de condamner, mais d'examiner les mécanismes concrets déclenchés par la fermeture de la rivière Sahel depuis les accords hérités du passé jusqu'aux équilibres actuels. Ce choix touche simultanément l'économie, la diplomatie, la cohésion sociale et la capacité technique d'un État, souvent décrit comme dépendant. À court terme, les risques sont visibles. Sanctions potentielles, tensions sur l'approvisionnement, fragilité des marchés locaux. À moyen terme, d'autres questions surgissent, Nani, plus décisives encore. Un pays peut-il transformer une rupture en levier durable sans appuis extérieurs, tout en maintenant la stabilité interne? Le cœur de l'enjeu réside là, dans cet intervalle incertain entre perte immédiate et gain hypothétique. C'est précisément dans cet espace que se joue la crédibilité de la décision et que se mesure sa portée réelle. Et si le coût apparent masquait un bénéfice stratégique rarement évalué à sa juste valeur? Plus de 70% de l'eau de la rivière Sahel servait des intérêts étrangers selon l'audit national. Cette donnée, révélée après la décision, éclaire d'un jour nouveau le geste d'Ibrahim Traoré et renverse la lecture initiale d'un simple coup politique. Pendant plus de 7 décennies, la gestion de cette ressource vitale s'est inscrite dans un réseau d'accords techniques et commerciaux largement invisibles pour la population. Signés à partir de la fin des années 1940, ces arrangements confiaient l'exploitation, les données hydriques et une partie des infrastructures à des entreprises étrangères, principalement européennes et nord-américaines. En apparence, ces accords garantissaient stabilité et expertise. En réalité, ils ont progressivement déplacé le centre de décision hors du territoire burkinabé. La mini-révélation tient moins dans l'existence de ces accords que dans leur ampleur. L'audit montre que l'eau destinée à l'agriculture locale et à la consommation nationale passait après l'irrigation industrielle et la production énergétique orientée vers l'exportation. Cette hiérarchie, rarement débattue publiquement, a façonné une dépendance structurelle tant financière que technologique. Le Burkina Faso payait pour accéder à ses propres données hydriques essentielles à toute planification autonome. C'est dans ce contexte que la décision prend sens. En fermant la rivière, Ibrahim Traoré ne suspend pas seulement un flux physique, il interrompt une chaîne de dépendances accumulées. La rupture apparaît alors moins improvisée qu'adossée à un diagnostic précis, établi en coulisses par des experts locaux. Ce cadre historique explique aussi la violence des réactions internationales. Les capitales concernées ne perdaient-ils pas seulement un accès à l'eau, mais un levier stratégique discret construit sur la durée? Pour une partie de la population burkinabé, cette révélation a agi comme un choc. Elle a transformé une mesure risquée en acte de récupération. La question devient alors centrale. Peut-on reconstruire un système viable après avoir exposé une telle asymétrie? Pour comprendre les effets concrets de la rupture, il faut quitter les communiqués officiels et suivre ceux qui ont dû agir immédiatement. Dans les jours qui ont suivi la fermeture, des ingénieurs burkinabés, jusque-là cantonnés à des rôles secondaires, se sont retrouvés en première ligne. Leur mission n'était pas idéologique, mais pragmatique. Éviter l'effondrement des réseaux de distribution d'eau. L'un d'eux
et responsable d'un secteur hydraulique régional, décrit un basculement soudain. Les systèmes automatisés dépendaient de logiciels et de données hébergés à l'étranger devenus inaccessibles. Il a fallu revenir à des procédures manuelles, parfois obsolètes, et improviser des solutions locales. Cette contrainte a ralenti la distribution, mais elle a aussi révélé une connaissance du terrain longtemps sous-estimée. Dans certaines zones rurales, l'impact a été immédiat. Des villages ont connu des pénuries temporaires, obligeant les habitants à s'organiser en comités d'eau. Ces groupes ont réparé des pompes abandonnées et réactivé d'anciens canaux. Ce qui semblait être un retour en arrière a, paradoxalement, accéléré une reprise en main locale. Sur le plan urbain, la tension était différente. À Ouagadougou, la crainte d'un chaos durable, elle a coexisté avec des manifestations de soutien. Cette dualité reflète l'incertitude du moment. La décision exposait la fragilité du système, tout en montrant qu'il n'était pas entièrement vide de ressources internes. Ces premiers impacts dessinent un constat clair. La rupture n'a pas provoqué un effondrement immédiat, mais elle a mis à nu les dépendances réelles et les capacités dormantes. Le véritable intelligence ne réside plus dans le symbole, mais dans la transformation de cette réaction initiale en trajectoire durable. Tout commence par une annonce sèche, sans détour, qui surprend jusqu'aux cercles les mieux informés. La fermeture de la rivière Sahel est déclarée comme une mesure immédiate sans phase transitoire visible. En quelques heures, et les flux sont interrompus et les mécanismes contractuels hérités du passé cessent de fonctionner. Pour Ibrahim Traoré, ce moment marque l'activation d'un choix assumé, provoquer un choc pour forcer une recomposition. La première phase est celle de la sidération. Les entreprises étrangères suspendent leurs opérations, les partenaires techniques se retirent et les capitales occidentales réagissent par des communiqués fermes. Les menaces de sanctions et d'isolement diplomatique surgissent rapidement. Dans le même temps, les marchés locaux réagissent avec nervosité. Les prix de certains produits essentiels augmentent, alimentant une inquiétude palpable, notamment dans les zones rurales dépendantes d'infrastructures fragiles. Vient ensuite le temps du pic de tension. Les systèmes hydrauliques, privés d'assistance extérieure, qui montrent leurs failles. Des coupures irrégulières apparaissent, des réseaux cessent de répondre. Cette phase aurait pu devenir un point de rupture. Pourtant, c'est précisément là que s'opère un déplacement inattendu. Des équipes locales sont mobilisées en urgence, parfois sans coordination centrale, pour stabiliser l'existant. Les autorités locales improvisent qui tuent des plans temporaires, priorisant les zones les plus exposées. Dans ce moment critique, la posture d'Ibrahim Traoré évolue. Le discours ne se limite plus à la souveraineté, il se recentre sur la continuité des services et la responsabilité collective. Des appels à la mobilisation nationale sont lancés, non pas comme des slogans, mais comme des consignes opérationnelles. Cette inflexion contribue à contenir la panique et à transformer la crise en effort partagé. La troisième phase correspond aux répliques, moins spectaculaires mais décisives. Les premières restaurations partielles des infrastructures apparaissent. Des réseaux secondaires sont remis en service, réduisant la pression dans certaines régions. Cette amélioration, même limitée, change la perception générale. Ce qui était présenté comme un effondrement inévitable commence à ressembler à une transition chaotique mais gérable. Sur le plan international, la dynamique se complexifie. Si les positions officielles restent dures, les échanges techniques ne disparaissent pas totalement. Des signaux discrets suggèrent que tous les canaux ne sont pas rompus. Cette ambiguïté révèle que la décision, bien que radicale, n'a pas fermé toutes les portes. Au terme de cette séquence, le paysage est transformé.
La fermeture de la rivière n'a pas produit un résultat unique, mais une succession de déséquilibres et d'ajustements. Le pays se retrouve dans une zone intermédiaire entre vulnérabilité exposée et capacité émergente. C'est dans cet entre-deux que se joue désormais la suite. La crise initiale a laissé place à une question plus exigeante, celle de la consolidation. Avant la fermeture, la situation de référence était claire et largement invisible. Plus de 70% de l'eau de la rivière Sahel était allouée à des usages contrôlés par des intérêts étrangers. Ce chiffre signifie que la majorité de la ressource ne répondait pas aux priorités domestiques, malgré son caractère vital pour l'agriculture locale et la consommation nationale. Un deuxième indicateur complète ce tableau. Depuis 1947, les environ 1,2 milliard de dollars ont été versés par le Burkina Faso à des entreprises étrangères au titre de contrats hydrauliques et de gestion associée. Cette somme représente des décennies de sorties financières qui n'ont pas été réinvesties dans la modernisation locale des infrastructures, contribuant à leur vieillissement progressif. Le troisième élément chiffré concerne les données. Près de 80% des relevés climatiques et hydriques stratégiques étaient stockés et exploités par une entreprise privée basée à Genève. Cela privait l'État burkinabé de la capacité de planifier de manière autonome sa politique de l'eau, en dépendant d'analyses externes pour ses propres décisions. Après la fermeture, le différentiel apparaît rapidement. En quelques mois, il y a environ 300 millions de dollars qui quittaient auparavant le pays sous forme de redevances et de frais de gestion sont restés dans les caisses nationales. Ce montant a offert une marge de manœuvre budgétaire immédiate permettant de financer des réparations urgentes sans recourir à de nouveaux emprunts extérieurs. Un autre chiffre marque la phase de transition. Près de 60% du réseau hydraulique a été remis en état en moins de 8 semaines grâce à des équipes locales. Ce résultat montre que la capacité technique existait, mais qu'elle était auparavant marginalisée par des dispositifs externalisés. 3 mois après la décision, un dernier indicateur nuance l'optimisme. Environ 42% des infrastructures fonctionnaient de manière partiellement autonome, sans dépendance directe aux technologies étrangères. Ce pourcentage reste insuffisant pour couvrir l'ensemble des besoins nationaux, mais il constitue une base opérationnelle nouvelle, inexistante avant la rupture. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une trajectoire plus complexe que les récits simplistes. La situation initiale révélait une dépendance profonde, financière, technique et informationnelle. La situation post-fermeture expose un coût réel, mais aussi un déplacement mesurable des ressources et des capacités. C'est à ce niveau que la décision d'Ibrahim Traoré cesse d'être seulement politique. Elle devient une expérience quantifiable, où chaque indicateur raconte à la fois une fragilité persistante et un potentiel émergent. La question centrale n'est plus de savoir si le pays a perdu quelque chose, mais ce qu'il est désormais capable de reconstruire à partir de ces écarts mesurables. Les critiques de la fermeture de la rivière Sahel s'appuient sur un raisonnement structuré, difficile à écarter d'un revers de main. Leur premier argument concerne le risque macroéconomique. En rompant brutalement avec des partenaires techniques et financiers, le Burkina Faso s'expose à une contraction durable des investissements, à la raréfaction du crédit et à une instabilité monétaire accrue. Dans cette lecture, la souveraineté proclamée se paierait par un affaiblissement prolongé de l'économie réelle. Un second argument touche à la capacité opérationnelle de l'État. Les observateurs sceptiques soulignent que la restauration rapide de certaines infrastructures ne garantit pas leur pérennité. Et réparer dans l'urgence n'équivaut pas à gérer sur le long terme.
Sans accès continu aux technologies avancées, aux données consolidées et aux chaînes logistiques internationales, le pays risquerait de remplacer une dépendance visible par une vulnérabilité plus diffuse, mais tout aussi contraignante. Ces deux points forment le cœur du discours critique. Ils reposent sur une logique de prudence. Mieux vaut une dépendance imparfaite qu'une rupture incontrôlée. Pourtant, confrontés aux données issues des premiers mois, ces arguments rencontrent des limites. La sortie nette de capitaux, bien réelle, a été partiellement compensée par la rétention de ressources financières auparavant externalisées. Cette substitution n'annule pas le choc, mais elle en modifie l'ampleur. Sur le plan technique, la remise en service rapide d'une part significative du réseau montre que les compétences locales existaient déjà. Elles étaient sous-utilisées, non inexistantes. Cela ne signifie pas que l'autonomie est acquise, mais que le diagnostic d'incapacité totale était excessif. La dépendance antérieure reposait autant sur des choix contractuels que sur une réelle absence de savoir-faire. Ces constats dessinent une zone grise. Les risques identifiés sont réels, mais ils ne suffisent plus à disqualifier la décision dans son ensemble. Ils déplacent le débat vers une autre question plus exigeante. La rupture peut-elle être transformée en apprentissage institutionnel ou restera-t-elle un épisode isolé, coûteux et sans lendemain? C'est sur cette capacité d'évolution et non sur le choc initial que se joue désormais l'évaluation la plus honnête. Et au fond, l'enjeu n'était pas seulement l'eau, mais le contrôle. Au cœur de la crise, un déplacement silencieux s'opère. La fermeture de la rivière Sahel révèle que l'enjeu central ne réside pas uniquement dans l'accès physique à la ressource, mais dans la maîtrise des décisions qui l'entourent. En reprenant la main sur les flux, l'État récupère aussi la capacité de hiérarchiser les usages, de choisir qui sert en priorité et à quelles conditions. Cette bascule redéfinit le rapport entre technique et souveraineté. Pour Ibrahim Traoré, ce moment marque un point d'inflexion. La décision cesse d'être perçue comme une réaction défensive pour devenir un outil de recomposition interne. Les arbitrages, auparavant dictés par des cadres contractuels opaques, sont désormais exposés au débat national. Cette visibilité modifie les attentes. La population ne juge plus seulement le résultat immédiat, mais la cohérence des choix opérés. Ce milieu de parcours met aussi en lumière une contrainte nouvelle. Reprendre le contrôle implique d'assumer pleinement les conséquences sans intermédiaire. Chaque dysfonctionnement devient imputable aux autorités locales. La souveraineté gagne en substance, mais elle perd en alibi. C'est précisément dans cette exposition accrue que se joue la suite. La rupture n'a pas simplifié la situation. Elle l'a rendue plus lisible, donc plus exigeante. À partir de ce point, le débat change de nature. Il ne s'agit plus de rompre, mais de gouverner. Les effets de la fermeture de la rivière Sahel ne se manifestent pas de manière uniforme. Ils se déploient différemment selon les groupes concernés et révélant une recomposition sociale et économique progressive. Cette différenciation est essentielle pour comprendre la portée réelle de la décision portée par Ibrahim Traoré. Pour l'État burkinabé, la conséquence la plus immédiate est budgétaire et stratégique. La rétention d'environ 300 millions de dollars auparavant versés à l'étranger a offert une capacité d'action nouvelle. Ces ressources n'ont pas effacé les tensions financières, mais elles ont permis d'arbitrer sans intermédiaire. L'État se retrouve exposé. Chaque choix est désormais directement attribué au pouvoir central, sans possibilité de déléguer la responsabilité à des partenaires extérieurs. Cette situation renforce la souveraineté décisionnelle tout en augmentant le coût politique de l'erreur. Du côté des entreprises, la rupture crée un paysage contrasté. Les multinationales liées à la gestion de l'eau et de l'énergie se retirent ou suspendent leurs activités, laissant des infrastructures incomplètes. À court terme, cela fragilise l'économie formelle et l'emploi qualifié.
Mais cet espace libéré ouvre aussi une fenêtre pour des acteurs locaux. Des initiatives émergent autour de solutions mécaniques simples adaptées aux contraintes du terrain. Ces entreprises naissantes opèrent à une échelle modeste, mais elles modifient la logique dominante. La priorité n'est plus l'optimisation financière, mais la continuité fonctionnelle. Pour la population, l'impact est à la fois matériel et symbolique. Dans certaines régions rurales, les pénuries temporaires ont accentué la précarité et la fatigue sociale. Les ménages ont dû consacrer plus de temps et d'efforts à l'accès à l'eau. Cependant, cette contrainte a aussi stimulé une organisation collective. Les comités locaux, chargés de la gestion et de la maintenance, renforcent un sentiment de responsabilité partagée. Ce transfert implicite de charge n'est pas sans risque, mais il modifie le rapport des citoyens à la ressource. À l'échelle régionale, enfin, les conséquences dépassent les frontières. Le Mali et le Niger observent attentivement l'expérience burkinabé. Des débats internes émergent autour de la révision d'accords similaires hérités de la période coloniale. Sans adopter de mesures équivalentes, ces pays intègrent la possibilité d'une renégociation plus ferme. La décision d'Ibrahim Traoré agit ainsi comme un signal, plus que comme un modèle prêt à l'emploi. Pris ensemble, ces effets dessinent un tableau nuancé. Aucun groupe n'en sort indemne, mais aucun n'est totalement exclu des bénéfices potentiels. La fermeture de la rivière n'a pas redistribué uniquement des ressources, elle a redistribué des responsabilités. C'est dans cette redistribution encore instable que se joue l'issue à moyen terme, un équilibre nouveau ou une fragmentation accrue. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, la trajectoire du Burkina Faso peut évoluer selon trois scénarios distincts, chacun reposant sur des dynamiques déjà visibles. Aucun n'est certain, mais chacun éclaire des choix à venir. Dans le scénario de base, la situation se stabilise sans se transformer profondément. Les sanctions et les pressions diplomatiques persistent, mais restent contenues. Les économies réalisées grâce à la rétention de ressources financières permettent de maintenir les services essentiels sans relancer fortement l'investissement. Les infrastructures hydrauliques fonctionnent à Machiaguelen de manière hétérogène, avec des améliorations locales et des fragilités persistantes. La croissance demeure faible mais positive. Si cette trajectoire prévaut, la priorité devient la gestion prudente. Éviter l'épuisement social, préserver la cohésion et gagner du temps. Dans le scénario optimiste, la rupture agit comme un catalyseur. Les capacités locales, révélées dans l'urgence, sont structurées et soutenues. Des partenariats régionaux se développent autour de la gestion de l'eau et de l'énergie, réduisant l'isolement initial. Les investissements se réorientent vers des solutions adaptées au contexte, notamment dans le solaire et la maintenance des réseaux. La confiance interne se consolide, attirant des formes de coopération plus sélectives. Dans cette hypothèse, la croissance s'accélère modérément, portée par une autonomie accrue et une meilleure lisibilité des règles. Le scénario défavorable repose sur un durcissement externe et des tensions internes. Les sanctions s'intensifient, l'accès au financement se ferme durablement et les pénuries s'aggravent. Les efforts de réparation atteignent leurs limites faute de pièces, de données ou de coordination. La fatigue sociale s'installe, fragilisant le consensus initial. Dans ce cas, la souveraineté proclamée devient difficile à soutenir politiquement et des concessions forcées réapparaissent à l'agenda. Ces scénarios ne sont pas des destins figés. Ils dessinent plutôt un champ de possibles conditionnés par des décisions concrètes. Prioriser la maintenance ou l'expansion, investir dans la formation ou compenser l'urgence. Là, ouvrir des canaux régionaux ou s'enfermer dans une posture défensive. La clé réside moins dans le choix d'un scénario que dans la capacité à ajuster rapidement la trajectoire.
Si les signaux sont lus à temps, une transition chaotique peut devenir un apprentissage collectif. Sinon, la rupture risque de se refermer sur elle-même. Pour une partie de la population burkinabé, la fermeture de la rivière Sahel n'est plus un événement abstrait. Elle se traduit par des ajustements quotidiens, parfois discrets, parfois contraignants. Les ménages urbains font face à une distribution plus irrégulière, obligeant à stocker, planifier et économiser. En zone rurale, le temps consacré à l'accès à l'eau a augmenté, modifiant l'organisation du travail et de la vie familiale. Ces contraintes nourrissent des interrogations légitimes sur la durabilité de l'effort demandé. Les acteurs économiques locaux vivent une transition ambivalente. Les petites entreprises liées à la maintenance et à l'ingénierie hydraulique voient s'ouvrir de nouvelles opportunités, souvent limitées mais concrètes. À l'inverse, les secteurs dépendant des chaînes d'approvisionnement internationales subissent des retards et des surcoûts. Cette recomposition crée des gagnants fragiles et des perdants visibles, accentuant le besoin d'arbitrage public clair. Pour les administrations, la décision agit comme un révélateur de capacité. Les marges de manœuvre financières nouvelles s'accompagnent d'une exigence accrue de résultats. Chaque dysfonctionnement est immédiatement perçu comme un test de crédibilité. Cette pression transforme la relation entre l'État et les citoyens, moins fondée sur la promesse que sur l'épreuve des faits. Au-delà du Burkina Faso, les observateurs régionaux et africains suivent l'expérience avec attention. Pour eux, l'intérêt dépasse le cas burkinabé. Il réside dans la question suivante. Une rupture assumée peut-elle être gérée sans basculer dans le chaos? La réponse n'est pas encore écrite. Mais pour ces publics multiples, une chose est acquise. La fermeture de la rivière a déplacé le débat de la dépendance subie vers la responsabilité partagée. Ce déplacement en lui-même modifie durablement les attentes. À ce stade, la question n'est plus de revenir en arrière, mais de structurer l'après. Pour Ibrahim Traoré, la fermeture de la rivière Sahel impose une feuille de route lisible et fondée sur des actions séquencées plutôt que sur des déclarations générales. La première étape concerne la consolidation technique. Il s'agit de stabiliser les infrastructures réparées, d'identifier leurs points faibles et d'instaurer des cycles de maintenance réguliers, mesurables et publics. Sans cette base, toute ambition d'autonomie reste fragile. La deuxième étape touche au capital humain. La montée en compétence des techniciens locaux devient centrale. Former, certifier et retenir ces profils conditionne la capacité du pays à réduire durablement sa dépendance. Ce choix implique des investissements continus et une planification réaliste, car les résultats ne sont pas immédiats. Mais sans cet effort, la souveraineté reste formelle. La troisième étape relève de la gouvernance. Rendre visibles les arbitrages et publier les priorités d'allocation de l'eau et expliciter les critères de décision renforce la confiance. Cette transparence transforme la souveraineté en responsabilité vérifiable. Elle limite aussi les soupçons de captation interne, risque classique des transitions rapides. Vient ensuite l'ouverture sélective. La rupture ne signifie pas l'isolement total. Des coopérations régionales, ciblées sur l'échange d'expertise et la mutualisation des données, peuvent réduire les coûts sans réintroduire une dépendance asymétrique. Ce positionnement intermédiaire exige une négociation fine, mais il élargit les options disponibles. Enfin, un dispositif d'évaluation s'impose. Mesurer régulièrement l'accès à l'eau, les coûts, les délais et la satisfaction des usagers permet d'ajuster la trajectoire. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est clair, transformer une décision spectaculaire en processus crédible. C'est dans cette capacité à passer du choc à la méthode que se joue la durabilité de l'expérience. Dans les villages comme dans les bureaux administratifs,
Un même objet est revenu au centre des discussions. Une vanne rouillée, longtemps ignorée, devenue symbole de bascule. Elle incarne le moment précis où un système invisible s'est arrêté, obligeant chacun à regarder ce qui fonctionnait par inertie. Ce détail matériel résume la portée du geste plus sûrement que n'importe quel discours. Pour Ibrahim Traoré, cette vanne n'est pas seulement un symbole technique. Elle représente la décision de rendre visibles des choix autrefois dissimulés derrière des contrats et des procédures lointaines. En assumant cette exposition, le pouvoir a accepté une forme de vulnérabilité nouvelle. La souveraineté cesse alors d'être un slogan. Elle devient une épreuve quotidienne, mesurable et contestable. Ce rappel est essentiel car il reconnecte la décision politique à une réalité concrète. L'enjeu n'est pas l'héroïsation ni la diabolisation d'un acte, mais la capacité collective à en porter les conséquences. Chaque réparation, chaque pénurie évitée ou subie prolonge ce moment initial. La force de cette expérience réside peut-être là. Elle ne promet pas une réussite certaine, mais elle impose une responsabilité partagée. La vanne fermée n'a pas donné de réponse définitive. Elle a posé une question durable. Que fait-on une fois que le choix a été rendu irréversible? C'est dans cette tension encore ouverte que se joue le sens profond de la rupture. La fermeture de la rivière Sahel ne constitue pas une conclusion, mais un point de départ. Elle invite à dépasser le jugement immédiat pour interroger les conditions d'une souveraineté praticable. L'expérience du Burkina Faso ne se réduit ni à un modèle à copier, ni à une erreur à éviter. Elle fonctionne comme un miroir, renvoyant chaque société à ses propres dépendances, visibles ou non. Pour les observateurs, l'enjeu n'est pas de choisir un camp, mais de suivre attentivement les signaux faibles. La capacité à maintenir les services essentiels, à corriger les erreurs, à rendre des comptes. Ces éléments diront bien plus que les déclarations officielles sur la viabilité de la trajectoire engagée. Cette histoire pose aussi une question plus large qui dépasse un pays et un contexte. Jusqu'où une communauté est-elle prête à accepter l'incertitude pour reprendre le contrôle de ses choix fondamentaux? Et à l'inverse, quel prix est-elle disposée à payer pour la stabilité lorsque celle-ci repose sur des dépendances durables? Le cas burkinabé n'apporte pas de réponse définitive. Il ouvre un espace de réflexion où chaque lecteur est invité à situer ses propres lignes rouges. La rupture est actée. Reste à savoir comment elle sera habitée dans le temps et par qui.